Dans l'univers de One Piece, deux figures se dessinent peu à peu comme les pôles opposés d'un conflit mythologique, historique et idéologique. Im-sama, souverain caché du monde, et Nika, la divinité libératrice incarnée aujourd'hui par Monkey D. Luffy. Leur opposition n'est pas simplement personnelle, elle incarne un affrontement fondamental entre contrôle absolu et liberté totale, entre l'effacement de la mémoire et la renaissance de l'espoir. Aujourd'hui, le chaos sans précédent à Marijoas pousse Im-sama à posséder Gunko pour prendre les choses en main et montrer comment est-ce qu'un dieu doit régner. Gaban est écarté de l'intrigue de par sa puissance, mais il a défait un chevalier sacré et nous a donné le moyen de triompher de l'immortalité des soldats d'élite du gouvernement mondial, en plus d'être la raison pour laquelle Gunko débloque un souvenir et se rappelle de Brook. Souvenir qui en dit long sur l'importance de Gunko et l'importance de la musique dans l'œuvre. Alors les véritables pouvoirs de Im-sama et le némésis de l'immortalité de ses soldats, tout cela nous est subtilement révélé. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour faire partie de l'aventure Logpose. Sur ce, commençons. Le chapitre 1149 nous a montré une tournure imprévue dans la bataille à Elbaf. En commençant par la puissance de Scopper Gaban qui était trop élevée pour les chevaliers sacrés, causant sa défaite sous la menace de voir son fils se faire tuer. L'auteur n'avait d'autre choix que d'écarter le ratiboiseur, mais il nous a au moins fait comprendre à quel point il était fort en battant un chevalier sacré d'un seul coup. Mais la partie la plus importante du chapitre est bien Im-sama, furieuse et impatiente contre les chevaliers sacrés qui mettent trop de temps à effectuer leur mission. Ils ont pourtant tout fait efficacement et les quelques égarements n'ont en rien entravé le déroulement du plan, si ce n'est Summers vaincu par Gaban qui diminue l'effectif. Mais ça me semble quand même bizarre qu'Im-sama dise qu'ils ont traîné et qu'elle décide de faire les choses d'elle-même. J'ai donc analysé le chapitre 1149 et l'arc Elbaf dans son ensemble, et je pense avoir compris où l'auteur veut en venir. Premièrement, la distorsion du temps qu'on avait théorisée suite aux avertissements de Louis Arnold à ceux qui se rendaient à Elbaf. Un avertissement toujours plein de mystères, mais le chapitre renforce l'idée de la distorsion temporelle. Le temps passe plus lentement à Elbaf, c'est-à-dire que si tu passes 5-10 minutes sur l'île, peut-être que dans le monde extérieur et de surcroît la Terre Sainte au sommet du monde, il s'est passé plusieurs heures, voire jours. Elle est là la raison pour laquelle Louis Arnold disait de ne pas tergiverser et de ne pas se promener sur l'île trop longtemps. Alors si les chevaliers sacrés ont effectué leur plan efficacement et rapidement sur l'île, il se peut que dans le monde extérieur, le temps soit allé beaucoup plus vite. Beaucoup trop vite. De cette façon, Oda peut justifier qu'un perso a un point A, soit un point B beaucoup plus loin en dehors d'Elbaf, alors que le temps sur l'île qui est passé n'est pas suffisant pour effectuer un tel trajet. La temporalité est importante et les personnages naviguant sur des navires ne peuvent pas sortir de nulle part. Alors si Oda a besoin de mobiliser ses personnages à travers l'univers comme des pions sur un plateau de jeu, il peut profiter du fait que le temps que nous passons à Elbaf est court, alors que pour les personnages extérieurs de l'île, il est beaucoup plus long. Je pense que de cette façon, il va permettre d'accélérer vers la fin de son manga dès qu'on sortira de l'arc. Donc, Im-sama décide d'intervenir en personne pour dominer le monde. Et elle prend possession de Gunko pour ce faire. Gunko, qui juste avant d'être possédé, se souvient soudainement de Brook, son père adoptif. Rien n'est fait au hasard par Oda, et je pense qu'il nous a donné dans le chapitre la clé pour vaincre Im-sama, en plus de nous faire comprendre que Gunko sera bel et bien une alliée. La relation entre Gunko et Brook était déjà tissée avec Brook connaissant l'existence des chevaliers sacrés et Gunko qui était une fan de Soul King. Mais là, nous avons quelque chose de beaucoup plus gros. Gunko, enfant, aux côtés de Brook, qui lui dit que son rêve est de devenir pirate. Elle débloque ce souvenir en entendant Coron, criant et pleurant son père qu'elle a elle-même transpercé de flèches et jeté dans le vide. Gunko est donc clairement la fille de Brook. Je pense qu'elle était la fille d'un noble du royaume dont Brook parlait à Thriller Bark en s'introduisant au Mugiwara. Il a connu les chevaliers sacrés quand il faisait partie de la garde royale du royaume qui a été ciblée par le gouvernement mondial. Une chasse à l'autochtone a pu être effectuée tout comme sur God Valley. Ainsi, Brook a été séparé de Gunko, de qui il était devenu la figure paternelle, avant qu'elle ne se fasse enlever par le gouvernement mondial et que sa mémoire soit effacée. Ainsi, Gunko n'est plus que l'ombre d'elle-même et devint alors le pantin idéal pour Im-sama. Qu'elle apprécie la musique de Brook prend enfin sens, ça parle à son fort intérieur.
La manière dont elle débloque un souvenir soudain et tout d'un coup se souvient de Brook puis tente de le sauver en lui demandant s'il s'agit de lui est très claire. Malheureusement, Im-sama prend le contrôle de son corps juste après, empêchant toute interaction entre les deux. Je pense donc que Gunko a vu sa mémoire se faire effacer à la façon de Kuma et qu'elle a débloqué un souvenir soudain lui faisant rappeler Brook et que Im-sama a décidé de la posséder. Potentiellement pour cette raison, mais peut-être aussi car elle ne peut posséder qu'elle. Gunko est différente des autres chevaliers sacrés. Non seulement elle semble être la fille de Brook, mais elle n'a également pas le mot « saint » devant son nom, contrairement à Killingham et Somers. Shamrock ne l'a pas également, mais je pense qu'il s'agit plus d'une question de sang à moitié impur du côté de sa mère, qui serait une esclave. Et en plus, Gunko a le pouvoir de la flèche ressemblant énormément à l'attaque que Im-sama utilise pour attaquer Cobra et Sabo. Et surtout, elle a 2 yeux différents, dont un qui change en se rappelant de Brook, comme si elle redevenait elle-même. Et quand Im-sama la contrôle, ses 2 yeux s'assombrissent à la manière de Im. Il y a donc quelque chose de spécial à propos de Gunko qui lui est propre. Maintenant qu'on sait que Im peut posséder Gunko et potentiellement aussi tous ceux ayant pactisé avec elle, donc les doyens et les chevaliers sacrés, je me demande si son corps à Marie-Joase n'est pas celui de Nefertari Lili. Et alors, Im-sama aurait une origine démoniaque et potentiellement un pouvoir de fruit du démon. Elle serait une entité, un démon, le diable avec qui tu pactises et aurait un pouvoir lui permettant de prendre possession de quelqu'un. Si elle a pris possession du corps de Lili, elle aurait aussi pu prendre celui de Zunisha lors du siècle oublié, expliquant son crime démontré sur la fresque au chapitre 1138. Toutefois, si elle ne peut contrôler que les doyens et chevaliers sacrés, voire que Gunko, alors ça doit être lié au pacte satanique les reliant. Mais je me demande tout de même pourquoi n'être pas intervenue avec Head face à Luffy si elle pouvait prendre possession des doyens. Je pense vraiment qu'elle ne peut le faire qu'avec Gunko, qu'elle a utilisé un pouvoir sur elle qui est liée de près à Brook et a le fruit de la flèche qui ressemble à ce que Im-sama fait face à Sabo et Cobra. Ou bien sur tous ceux ayant la marque des abysses, y compris le Gorosei, marque leur permettant de se manifester dans un pentacle satanique, mais ça reste à voir. En tout cas, ce lien avec Gunko, qui est spécial en elle-même, je pense qu'il peut être expliqué par le point faible de Im-sama, le point faible du pouvoir des abysses. La musique. Lorsque Nika se manifeste avec le Gear 5, les tambours de la libération se font entendre. Gunko, que Im-sama contrôle expressément alors qu'elle n'a contrôlé aucun doyen sur Egghead, ni même Killingham actuellement présent sur Elbaf, signifie tambour de la guerre en japonais et est fan de Soul King qui est à l'origine de la musique Binkusen no Sakeo, dont l'importance est capitale comme je l'avais théorisé à l'époque. Scopper Gaban utilise une technique nommée Funteraku, signifiant rhapsodie céleste de la hache pour trancher Somers en deux. Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Laissez-moi vous expliquer. En musique classique, une rhapsodie est une composition pour un soliste, un ensemble de musique, de chambre, duo, trio, quatuor, ou pour un orchestre, qu'il soit symphonique, d'harmonie ou de fanfare. De style et de forme très libres, souvent en un seul mouvement et assez proche de la fantaisie. La rhapsodie repose presque toujours sur des thèmes et des rythmiques régionaux, folkloriques ou traditionnels. Vous l'aurez sans doute compris, la technique de Gaban porte dans son nom un mot lié à la musique, comme si c'était une technique musicale. Et Gaban a réussi à défaire la régénération de Somers, ce qui corrobore l'idée que la musique est le point faible de ce pouvoir. Nika, plus grand ennemi d'Im-sama, fait littéralement retenir les tambours de la libération quand il apparaît, et ceux qui dansent en le vénérant imitent le bruit des tambours minutieusement, comme si le beat, le rythme, était d'une importance capitale. Ainsi, Gunko, signifiant tambour de la guerre, fille de Brook, auteur de la musique Binkusen no Sake, est très probablement une future alliée de qui la mémoire fut effacée par Im-sama, et la théorie selon laquelle elle fut recueillie par les Fingerlands sera peut-être confirmée. En tout cas, Im-sama a pris possession de Gunko pour une raison bien précise, et les choses risquent de se corser. Mais du coup, cessons de parler de Gunko, Brook et le point faible des abysses. Parlons plutôt de Im-sama qui se manifeste littéralement sur l'île. Et si Imu n'était pas un seul être, mais une entité multiple? Et si le secret d'Imu remontait à des concepts mystiques oubliés, à la Bible, à Marvel, à des mutants, des dieux et des démons? Commençons par un mot. Légion. Dans le langage courant, une légion désigne un groupe, une entité formée de nombreux individus, mais cette définition n'est que la surface. Dans ses origines bibliques, le mot légion prend une tournure bien plus sombre. Dans l'évangile de Marc, Jésus rencontre un homme possédé. Quand il lui demande son nom, l'entité qui parle à travers l'homme répond « Je suis légion car nous sommes nombreux ». Pas un démon, pas une voix, mais une multitude d'esprits sombres dans un seul corps.
un esprit fragmenté, une conscience partagée. Cela vous rappelle quelqu'un ? Imu peut-être. Quand Imu parle à Cobra dans l'anime, on entend plusieurs voix superposées, comme si ce n'était pas une seule personne qui parlait, mais une entité plurielle, comme la Légion biblique. Dans cette même histoire, Jésus chasse ces esprits qui quittent le corps de l'homme pour se réfugier dans des cochons. Ces cochons courent alors et se jettent dans la mer, un abîme, littéralement l'abysse. Un symbole fort, l'abîme est une prison spirituelle, un enfer. Et si Oda s'était inspiré de cette légion pour construire Imu ? Imu ne serait pas alors une seule personne, mais un amalgame d'esprits, de fragments d'âme, divisés dans le temps. On peut imaginer que dans le monde antique, Imu a été vaincu, mais ces esprits, ces alter-ego se sont divisés et ont trouvé refuge dans d'autres corps, des réceptacles, des marionnettes, des pions. Imu possède contrôle. Ces esprits se logèrent dans le Gorosei, les chevaliers divins, voire certains Tenryubito. Et pour les libérer, il faudrait chasser cette âme maléfique, comme Jésus a dû chasser la Légion. Mais que se passe-t-il quand l'esprit d'Imu échoue à prendre le contrôle ? Et si certains corps avaient résisté, pris le dessus ? Un personnage comme Mihawk pourrait représenter un fragment d'Imu devenu autonome. On parlerait alors d'esprits divisés qui ont développé leur propre volonté, leur propre puissance. Mihawk a les mêmes yeux que Im-sama, et de la même couleur, seul personnage à ce jour partageant cette similitude avec la reine du monde. Peut-être en parlerons-nous en détail dans une vidéo autour d'Œil du Faucon et de Im-sama. Imu serait donc la grande Game Master de One Piece. Un joueur caché derrière le rideau qui sélectionne des personnages comme des pions. Gorosei, chevalier, membre du gouvernement mondial. Elle peut les incarner, les effacer comme elle l'a fait avec Saturne. Elle se joue du monde littéralement. Imu voit les peuples comme des figurines de jeu, comme des pions d'un échiquier qu'elle manipule en tant que dieu. Et elle tire un plaisir sadique à observer ceux qui luttent contre leur destinée comme si tout était déjà écrit, comme si elle-même écrivait le scénario du monde. Et si c'était ça le vrai pouvoir d'Im-sama ? Pas la force brute, mais le contrôle absolu. La capacité de diviser son esprit, d'habiter des corps, de manipuler les âmes et d'écrire le destin d'un monde qu'elle croit être le sien. Des pouvoirs démoniaques en contraste avec les pouvoirs divins de Luffy, une symbolique connue et gamine, le bien contre le mal. Dieu contre le diable, arrogante et démoniaque, digne de ce que Oda pourrait faire étant donné qu'il aime bien ce côté enfantin et qu'il veuille le garder dans son œuvre. Alors, qui libéra le monde de cette légion ? Et combien de fragments d'Imu restent encore cachés dans l'ombre ? Voilà les voyageurs, la vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!